Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au Festival d'Agbé. Un festival cinématographique unique en son genre qui célèbre l'identité culturelle et les langues maternelles. Comme vous le savez, la nouveauté de l'édition 2025 est de faire une diffusion plus large des films en compétition. Alors ce soir, je vous propose de suivre les bandes annonces et les vidéos de présentation des 2 films en compétition cette semaine. Bonjour, je me nomme Moukele Jouba Abdelaziz, réalisateur nigérien. Kongo Frein, qui signifie frein en liane, est un moyen de transport unique qui existe à Niamey depuis plus de 40 ans. Peugeot 404 pick-up réadapté pour contenir plusieurs personnes. Cette voiture achemine les personnes issues des quartiers périphériques au centre-ville, moyennant une pièce de 100 francs ou 115 francs souvent. Donc le film que vous allez regarder est réalisé autour de ça. Je m'appelle Peugeot 404 pick-up. Je suis né en France en 1967. J'ai 58 ans aujourd'hui. J'ai immigré en Afrique, précisément au Niger, dans les années 70 à 80. Je serais morte aujourd'hui en Europe, mais ici en Afrique, comme les morts ne sont pas morts, je continue de vivre et servir les populations. De Lazare au centre-ville, j'achemine à moindre coût les personnes issues des quartiers pauvres. De quel type, quel groupe? Ce verbe-là, il est de quel groupe? Eh bien, comme le doux, et n'y a qu'un temps quand je m'attends d'y voir. Au delà de nous aider, et la me la connaît, pour la ponce nous aider là-dedans. Eh papa, et c'est quoi? Qui continue à gagner en somme? Nous avons explosé dans le sous-bois. On ne pas qu'on sous la de hein? On dit ça met quoi pour là? Coucou spécial à ma styliste qui m'a spécialement habillée en octobre rose. Alors ce soir, je vous propose de suivre un extrait d'une discussion que nous avons eue avec Dr Essenam Kodjo Kadja Komlon, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Très souvent, il faut dire que les gens ignorent la place ou la valeur des langues locales dans nos sociétés. Mais il faut savoir que les langues locales, mais les langues maternelles, sont de véritables archives vivantes de notre histoire. Ça ne concerne pas seulement les langues africaines ou les sociétés africaines. De manière générale, la langue constitue une archive et garant de l'histoire. Elles contiennent la manière dont les ancêtres ont observé la nature. Nous devons savoir que tout part de l'observation.
tout ce qui est écrit, tout ce qui est noté aujourd'hui est parti de l'observation et ce n'est qu'après l'observation que ça a été noté, conservé et que nous utilisons aujourd'hui. Par exemple, de nos jours, pour enseigner certaines valeurs à la jeune génération, avant, nos parents le faisaient à travers des paroles, des maximes, des proverbes. Et maintenant, ces proverbes, c'est en fonction de comment eux, ils ont conçu leur société, comment ils ont compris la société. Et cela ne peut pas être traduit directement dans une autre langue. Mais on cherchera l'équivalent dans une autre langue, dans une autre culture. Mais on verra que le soubassement, le fond est la même. Mais la manière de l'exprimer, c'est ce qui diffère. Effectivement, chaque langue constitue en elle une bibliothèque vivante parce qu'elle contient de milliers de savoirs. Je l'avais déjà dit une fois que nos langues constituent des mines de trésors dans lesquelles on puise beaucoup de savoirs, beaucoup de connaissances. Donc, ces langues qui contiennent des savoirs essayent de transmettre des connaissances sans forcément par le biais d'un livre. Aujourd'hui, dans la société moderne, ces connaissances sont transcrites dans des livres que nous utilisons. Mais au départ, c'est à travers les langues et c'est dans le souci de conservation que ces données ont été transcrites et conservées dans des livres. Mais au niveau de la langue, il faut savoir qu'il n'y a pas de livre. Les connaissances sont transmises à travers des mots, des proverbes, des expressions. Et c'est à travers ces éléments-là que nous apprenons, que nous comprenons la société, nous comprenons la vie et nous avons une vision du monde. Par exemple, quand un ancien dit que le palmier ne pousse pas sur la pierre, il veut tout simplement montrer à la jeunesse que toute réussite a besoin de racines et de préparation. Déjà, à travers ça, la langue constitue une bibliothèque. C'est à travers la langue. C'est dans la langue que cela est dit. Et à travers cette expression, l'ancien, le vieux, la personne âgée veut montrer à son enfant que pour réussir, il faut se préparer dès le matin pour pouvoir récolter les fruits de son labeur le soir. Chaque langue africaine est un livre ouvert sur la sagesse humaine qui vit dans la bouche des gens. Chaque langue africaine est un livre ouvert. Et quand nous savons que les livres sont conservés où? On les trouve à la bibliothèque. C'est pourquoi on dit que chaque langue est une bibliothèque vivante. Alors, si tel est le cas, que perdons-nous? Que perdons-nous quand une langue africaine disparaît? Effectivement, c'est une grosse perte. Pas seulement une langue africaine, de manière générale, la perte ou la disparition d'une langue efface une partie du monde. Et chaque société dans laquelle une langue disparaît, c'est toute une culture qui part. C'est pourquoi nous devons œuvrer à la conservation et à la préservation de nos langues. Une langue disparaît, ce n'est pas seulement un moyen de communication qui disparaît. C'est une manière de penser qu'on perd. C'est une façon unique de voir le monde qui disparaît. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, l'UNESCO a pris sur elle de mettre en exergue le 21 février de chaque année
pour attirer l'attention des uns et des autres sur le danger qui nous guette lorsque les langues menacées de disparition venaient à disparaître. Si le Bassa du Cameroun ou le Thème du Togo s'éteignent, on perd des savoirs médicinaux, des chants de guérison, des expressions intraduisibles. C'est comme si une bibliothèque brûlait dans le silence. C'est pourquoi nous devons œuvrer à la conservation de nos langues à travers leur utilisation et leur transmission à des générations futures. La langue, c'est un manuel. Très souvent, on caractérise les langues africaines de langues à tradition orale et les langues européennes des langues à tradition écrite. En réalité, toute langue, avant tout, est orale. Toute langue est avant tout orale. Sauf que les langues européennes ont vite connu l'écriture par rapport à nos langues africaines. C'est pourquoi, au lieu de dire que les langues africaines sont des langues à tradition orale, je pense qu'il faudrait plutôt dire que les langues africaines sont des langues à tradition écrite récente, alors que les langues européennes sont de longues traditions écrites. De manière générale, la langue est une encyclopédie orale où la botanique, la morale et la spiritualité se parlent entre elles. Les langues décrivent les plantes, les saisons, les cycles agricoles et même les comportements sociaux. Quelle que soit la langue, quelle que soit la communauté, la langue d'abord est passée par l'étape de l'oralité avant l'étape de la transcription. La preuve, quand les historiens passent à la conservation de l'histoire, c'est à travers les récits oraux collectés auprès de personnes âgées, auprès des anciens, et qui conservent et sauvegardent ce que ces personnes ont dit. Oui, la sagesse d'un peuple, la culture d'un peuple se vit à travers les contes, les proverbes, les chants, et on parvient à connaître la communauté à travers ces chants. C'est pourquoi, par exemple, quand on va aux funérailles, quand on va au mariage coutumier, puisque moi je n'aime pas le terme traditionnel, quand on va au mariage coutumier, c'est à travers les chants, les proverbes, qu'on découvre la sagesse, la philosophie de la communauté en question. Donc, les proverbes constituent des écoles ou des universités du soir de nos ancêtres. Parce que très souvent, c'est au soir, pendant la nuit, que nos parents rassemblaient autour de la communauté pour leur dire les préceptes, pour les éduquer, pour les enseigner, pour leur inculquer les valeurs, la philosophie de leur communauté. Alors, les contes enseignent, par exemple, la prudence, la solidarité et le respect des anciens, alors que les chants, quant à eux, transmettent la mémoire des luttes, des migrations, des valeurs. Ils enseignent sans punir, ils corrigent sans humilier. Vous voyez que c'est un peu aux antipodes de l'école nouvelle. Tout récemment, lors d'un colloque,
j'ai aimé une intervention d'un Sénégalais qui a dit, chez lui au Sénégal, il n'y a pas d'école sénégalaise, mais il y a une école coloniale que le Sénégal adopte. Cela veut dire que dans ces écoles, il n'y a pas de valeurs sénégalaises, il n'y a pas de valeurs africaines qui sont transmises. Et pour arriver à cela, il faut que nous puissions mettre en évidence nos propres valeurs pour pouvoir éduquer la jeune génération. Quand on dit l'eau ne reste pas sur la montagne, par exemple, on veut apprendre que la vérité finit toujours par se savoir. Oui, l'eau ne reste pas, elle tombe, elle coule. Donc, quelle que soit la durée, la vérité va finir par se mettre au grand jour. Dans les contes, on utilise les animaux pour parler de la justice, la prudence, la solidarité. Vous voyez que les contes constituent une pédagogie traditionnelle, poétique et efficace. Et l'apprentissage est beaucoup plus facile, souple et ne contient pas trop de contraignants, trop de difficultés pour les apprenants, pour les jeunes. C'est un système éducatif oral avant l'école écrite. On voyait que à travers les contes, à travers les chants, on peut facilement éduquer, on peut facilement enseigner les jeunes sans trop de difficultés, sans trop de contraintes. Nous comprenons mieux ce qu'on sent, ce que nous apprenons dans notre propre langue. Tout le monde comprend mieux dans sa langue que dans une autre langue. Mais lorsque, vous voyez, un beau matin, on sève rapidement l'enfant de sa langue maternelle au profit de l'école coloniale, vous voyez que déjà, il y a la peur de l'inconnu. Il y a la peur de l'inconnu et il sera difficile parfois de saisir, de capter ce qu'on veut nous transmettre si cette connaissance se fait, si cette connaissance se transmet dans une autre langue. Mais quand ça dans notre langue maternelle, l'accès est facile, la compréhension est simple et vite. Si on enseigne un enfant les saisons agricoles en français, il retiendra peu. Mais s'il apprend dans sa langue, c'est des réalités qu'il connaît déjà, c'est des réalités qui ne lui sont pas nouvelles, donc vous verrez qu'il n'y aura pas de difficulté à saisir ce qu'on veut lui dire. Par exemple, quand on dit le printemps, n'étant pas dans une réalité de chez lui, il ne saura pas exactement ce qu'on veut dire. Mais quand on lui dira à Fofié ou Djodje, ou tant, cela répond bien à l'état de la nature en ce moment-là, et il se dit que le nom l'a donné. Par exemple, quand on dit à Fofié, il sait que dans cette période de l'année, la plante du pied se brûle quand on marche pieds nus. Et c'est à partir de ça que le mois là a été désigné ainsi, a été nommé ainsi. Ça lui est plus simple que de avril, mai. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est plus facile d'apprendre dans sa propre langue que dans une autre langue. Et l'apprentissage qui commence par la langue maternelle permet à l'apprenant d'asseoir les bases de sa connaissance future. Alors, est-il possible d'adapter nos langues et nos savoirs locaux aux réalités modernes sans les dénaturer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et même c'est nécessaire. On peut enseigner la science dans nos langues maternelles, en Ewe, en Fondé, en Adjagbe, créer des mots. Là, on fait appel à l'ingénierie linguistique.
à la création terminale ou à la science terminale ou au néologisme. Donc, c'est possible de concilier les deux sans toutefois tordre le cou ou dénaturer la connaissance. Donc, cela constitue une modernisation sans effacement. La langue évolue, mais garde son âme. Alors, comment les jeunes générations peuvent-elles redécouvrir les savoirs contenus dans leur langue maternelle? Oui, il faut que pour redécouvrir ces savoirs contenus dans nos langues maternelles, il faut qu'on s'approche des personnes âgées, des anciens. Il faut qu'on enregistre les récits. Il faut qu'on participe à des activités culturelles qui se déroulent dans nos langues. Vous voyez, aujourd'hui, quand on va aux funérailles, dans nos milieux, il y a des chants qu'on entend, qu'on n'arrive pas à chanter, on ne sait pas ce que c'est. Et ça ne donne pas vie à la chose. Mais pour renouer avec cette culture, cette connaissance, il faut approcher les personnes âgées. Il faut approcher les gens qui sont restés près de la chose. Et là, la transmission se fera de manière facile et simple que si on reste à l'écart et on apparaît, on se cache, après on rentre, après on revient. Là, ça ne participe pas à cette transmission ou à cette redécouverte de nos savoirs locaux contenus dans nos langues maternelles. Nous avons constaté que des jeunes aujourd'hui créent des contenus et qu'ils mettent sur des réseaux sociaux dans leurs différentes langues. C'est déjà un début. Il y en a tout plein en Bambara, en Bamanakan, une langue du Mali, en Lingala ou en Kiswahili. Et même, il y a, si vous allez sur Google, il y a des comptes qui sont en Evegbé, en Kabier et autres. Ça participe à la redécouverte des savoirs contenus dans nos langues maternelles. Donc, c'est à la jeunesse de devenir les nouveaux gardiens de nos langues. Parce que nos parents, nos grands-parents sont en train de partir. Donc, nous devons les approcher pour qu'ils nous lèguent ce qu'ils ont et nous devenons à notre tour les gardiens de nos langues. Et vous verrez que ça va se perpétuer de génération en génération. C'est ça la tradition. La tradition, c'est une transmission de connaissances de génération en génération. C'est également une renaissance numérique des langues africaines. Lorsque nous postons des éléments sur les réseaux sociaux, nos langues renaissent. Et il le faut pour pouvoir les sauvegarder. Et de cette manière, la sagesse n'est pas morte. La sagesse ne meurt pas. Elle attend plutôt, la sagesse n'est pas morte, elle attend d'être racontée à nouveau avec des outils plus modernes. Donc, on peut là aussi concilier la modernité et les connaissances locales ou anciennes. Et les outils modernes, la technologie moderne va constituer un socle pour pouvoir conserver et transmettre ces connaissances. Les médias peuvent être de nouveaux griots du XXIe siècle. Parce que c'est à travers les médias que ces connaissances sont valorisées. Une émission, par exemple, en langue locale, en langue nationale, en Gengbe, en Evegbé, sur les plantes, leurs valeurs et leurs vertus. Ouais, déjà, c'est à travers les médias qu'on va transmettre ces connaissances. En diffusant des émissions bilingues, des séries doublées en langue locale, des documentaires sur les proverbes
ou les rites, la télévision devient une école populaire. Voilà le rôle ou la place du numérique et des médias dans la valorisation des savoirs. Alors, pourquoi l'école moderne devait-elle accorder une place importante aux langues locales dans l'enseignement? C'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité. J'avais souvent dit que j'ai appris le quinqueliba au CE1, mais c'est arrivé à l'université que j'ai su ce qu'on appelle le quinqueliba. Donc, il fallait que l'école moderne se base sur les langues maternelles pour pouvoir réussir de manière efficace l'enseignement. On apprend mieux dans la langue qu'on comprend. Ça, nous devons le savoir. On apprend mieux dans la langue qu'on comprend. Au Ghana et au Bénin, par exemple, les enfants sont alphabétisés d'abord dans leur langue maternelle et après, la langue française ou anglaise suit. Cela n'est pas un frein. La cohabitation linguistique dans le système éducatif, dans l'apprentissage moderne, n'est pas un frein. Mais c'est une rampe de lancement pour une réussite scolaire. La preuve a été montrée dans beaucoup de pays, dans certains pays qui ont vite compris la place de la langue maternelle sur l'acquisition des savoirs et connaissances. En se servant de ces langues, ils constituent des ponts linguistiques. Oui, car les langues maternelles permettent d'expliquer des notions abstraites à partir du vécu. Il y a un ami qui m'a fait savoir que dans certains pays, comme les États-Unis par exemple, pour aider les enfants des immigrés qui ont des difficultés dans les écoles, on cherche des gens qui comprennent leur langue maternelle et ces personnes viennent leur expliquer la notion d'abord dans leur langue maternelle et quand ils comprennent, la compréhension au niveau de la langue africaine ou bien de la langue anglaise est facile. Donc, vous voyez qu'on est passé par la langue maternelle pour faire comprendre la notion à l'élève dans la langue seconde ou bien dans la langue anglaise. Donc, c'est très important de partir ou bien de prendre appui sur la langue maternelle pour faciliter la compréhension et la créativité auprès des élèves. Ils ne sont pas nuls, ils ne sont pas médiocres, sauf que les réalités ne sont parfois pas les mêmes et c'est pourquoi il faut passer par la langue maternelle, sa langue, sa première langue, pour pouvoir bien assimiler ce qu'on est en train de lui apprendre dans la nouvelle langue. On peut expliquer la grammaire française à partir d'une langue locale. Et cela permet à l'enfant de toucher du doigt la réalité de ce qui est dit. C'est pourquoi moi, j'encourage beaucoup l'usage de langues maternelles pour débloquer les apprenants quand ils sont en difficulté de compréhension des règles, des formules à l'école. Aujourd'hui, nous pouvons parler avec fierté que le programme Élan, École et langue nationale en Afrique, mené dans plusieurs pays dont le Togo, forme des enseignants à enseigner en langue locale avant de passer à la langue française. C'est un programme de la francophonie qui recommande l'utilisation des langues locales dans le système éducatif. Et beaucoup de pays ont expérimenté cette façon de faire et ont remarqué que les résultats des apprenants ayant commencé l'apprentissage dans leur langue maternelle, le résultat était plus concluant que ceux qui ont commencé directement par la langue étrangère.
Donc, c'est à encourager. Les résultats là sont clairs. Les enfants lisent plus vite et comprennent mieux. C'est la preuve que la langue maternelle est un levier d'éducation durable. Elle n'est pas un frein, mais un tremplin. Il y avait eu du complexe parce que on nous a fait croire que la langue européenne ou bien la langue étrangère est la langue du salut. Et la langue maternelle ou la langue africaine n'aboutit pas à grand-chose. Elle ne transmet pas la civilisation, elle ne transmet pas le savoir. C'est une erreur que nous devons corriger et nous devons commencer par se donner de la confiance en utilisant nos langues maternelles, en montrant que parler sa langue n'est pas de l'aliénation, n'est pas du retard, mais c'est une marque d'identité. Quand un artiste chante dans sa langue locale, il donne de la valeur à cette langue. Quand une émission télé est présentée en éveillé, en kabyle, en thème, elle crée de la dignité linguistique. La fierté naît quand la langue quitte la case pour entrer dans le salon, dans la radio et dans le smartphone. On veut aujourd'hui voir des fonctionnalités de nos téléphones dans nos langues maternelles. Vous allez au Nigeria, quand vous voulez appeler le service client d'une société de téléphonie, vous pouvez vous exprimer dans votre langue maternelle. Donc, ce n'est pas de l'acculturation, mais plutôt c'est une marque d'identité d'utiliser sa langue. Enseigner ou chanter dans sa langue maternelle constitue ou permet de renforcer l'identité culturelle juste parce que la langue maternelle ou bien la langue de manière générale est un ciment de l'unité culturelle. Quand un peuple chante dans sa langue, il se reconnaît, il s'aime, il s'écoute. Vous savez, moi j'étais dans un pays et puis je passais et devant la mairie, j'ai vu rien que des gens d'abord qui ont porté leur kente. Déjà en les voyant, je me suis dit que ça, c'est les nôtres, c'est les miens. Et je me suis approché d'eux. Il y a un qui m'a parlé éveillé, qui m'appelle la langue éveillée. Donc je me suis senti déjà comme un frère. Je me suis senti en sécurité. On s'est échangé quelques mots. Voilà, la langue a servi là de ciment qui nous avait reliés à l'époque. Donc, nous ne devons pas avoir honte de parler nos langues. Nous ne devons pas se sentir humiliés quand nous parlons nos langues. Parce que très souvent, quand vous demandez à certaines personnes quelle est leur langue maternelle, on sent qu'ils ont honte. Et nous devons savoir qu'il n'y a aucune langue supérieure à une autre. Toutes les langues se valent. Je n'aime pas trop le terme traditionnel. Parce que les gens ont une mauvaise compréhension, selon moi, du mot tradition. Parce que nos recherches nous ont montré que ce que nous prenons pour tradition, ce n'est pas ça la tradition. Et quand vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, c'est quoi la tradition, il va dire que la tradition, c'est ce qui est attrait à l'Afrique. C'est pourquoi on dit tenue traditionnelle, on dit fête traditionnelle, on dit chef traditionnel. Un jour, moi, j'ai demandé à quelqu'un, quand vous dites que le chef traditionnel de la ville de Lomé, est-ce qu'il y a un chef moderne de la ville de Lomé? Quand vous dites tenue traditionnelle, ça, c'est nos tenues locales. Mais est-ce qu'en Europe, en France, il n'y a pas de tenue traditionnelle? Vous savez, quand ils ont leur fête traditionnelle à eux aussi. Mais pourquoi on tend à
coller le concept de tradition à l'Afrique. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit, au lieu de dire connaissance traditionnelle ou il faut dire connaissance locale. Parce que la tradition existe dans tout pays. Et de manière très simple, la tradition, c'est... D'abord, quand vous prenez le verbe tradere du latin, ça veut dire transmettre. Transmettre. La tradition, c'est une manière de transmettre. Maintenant, cette transmission qui se fait de génération en génération constitue la tradition. Ce métier que vous êtes en train de faire, c'est les gens qui vous ont transmis cela. Eux aussi, c'est des gens qui leur ont transmis ça. Ainsi de suite. Et demain, vous allez transmettre la même chose à des gens qui viendront à votre suite. Donc ça, c'est une tradition. Donc, vous voyez que la définition que nous avions du mot tradition, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, voilà. Et la culture aussi est là. C'est des choses sur lesquelles nous allons revenir de manière pédagogique pour que les uns et les autres puissent comprendre et corriger la conception que nous avons de la chose. Et plus tard, vous verrez, dans la culture ou dans la pratique, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Coutume, même le mot religion. Aujourd'hui, on parle des religions traditionnelles africaines. Pourquoi? Il faut parler de la religion africaine, ou bien des croyances africaines. Parce qu'il y a la croyance occidentale, il y a la croyance orientale, il y a les croyances africaines. Ah oui, à cette question, tout d'abord, il y a la volonté politique. Et de l'autre côté, il y a la priorité. Vous pouvez aller avec un bon projet, mais on vous dira que bon, c'est vrai, c'est un très bon projet, mais à l'état actuel, notre priorité, c'est ici. Et c'est parce que, je l'ai dit dans mon intervention, que on nous a toujours montré que nos langues maternelles ne portent pas le salut. C'est-à-dire, vous-même là où vous êtes, votre enfant a le bac et vous dit qu'il veut s'inscrire au département de langue éveillée. La première question que vous allez poser, pour faire quoi? Pour devenir quoi? Et c'est parce que on a longtemps fait croire aux gens que nos langues ne sont pas porteuses de civilisation. On ne peut pas transmettre. Et ça, c'est depuis l'époque coloniale. C'est pourquoi, à un moment donné, les langues locales ont été mises de côté et il n'y a eu que le français qui était devant. Et garde à toi, si tu parles autre langue que le français, on te met le signal au cou. Déjà, quand on vous fait ça, ça veut dire que cette langue ne sert à rien. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est du tort fait. Et ce que nous disons, l'Occident même a compris, les psycholinguistes ont compris que pour permettre à l'enfant, à l'apprenant de s'épanouir, commencez par sa langue maternelle et vous verrez que l'acquisition d'autres langues sera très facile. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook du Festival de langue d'Agbé et surtout à vendredi prochain pour un nouveau numéro, bien sûr.